Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lee Pasco. Salut Lee. Salut Pank et tout le monde. On va aujourd'hui donc continuer pendant que Lee était absente. Je vous avais lu les réponses que nous avait envoyé Ed. Et entre-temps, on a eu d'autres mails. Donc, on va lire ces mails-là, puis après, on va revenir un petit peu sur ce que Ed nous avait dit sur le long mail de la dernière fois que je vous ai lu également. Donc, le retour de mail qu'il y a eu, c'est parce que je lui ai répondu ça. Bonjour Ed, merci pour ton message. Je trouve très intéressant que tu aies pu reconstituer la chronologie de la vie de José. C'est vraiment intéressant de voir comment il a mis en place le système. Je vois clairement que l'hypnose a été un véritable voyage dans sa vie et il est certain que son mélange de curiosité et de religiosité ont joué. Je trouve intéressant de voir qu'il cherchait à partager ses connaissances avec les adultes comme avec les enfants. As-tu une idée de sa vision du système pour les seniors? J'ai trouvé, je voulais cette question-là parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on aborde beaucoup dans la méthode. Les seniors, les personnes plus âgées, on parle souvent des enfants, on parle souvent des adultes. Alors après, tu me diras, Ali, mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai vu particulièrement mis en avant. As-tu des souvenirs de ce qu'il pensait de la méthode pour les personnes plus âgées? Je vais lire le livre dont tu m'as parlé. Donc, rien que ça, toi tu avais. T'as entendu un peu José au sujet des personnes plus âgées plutôt que les enfants et les adultes? Non, en fait, quand on considère que José lui-même était déjà à la fin de sa vie parmi les personnes plus âgées, et pour lui, il n'a jamais parlé d'un cours ou une approche différente pour les seniors, parce que pour lui, si on avait déjà suivi la méthode Silva, on a gardé l'esprit en bonne forme, on restait alerte, et effectivement, on sait maintenant, au point de vue de neurologie, c'est pas qu'on perd beaucoup de cellules parce qu'en fait, on peut les régénérer. Mais lui-même, c'est un très bon exemple du fait que, justement, être senior ne voulait pas dire qu'on allait perdre ses facultés mentales et même physiques. Hein, il a toujours dit qu'un de ses désirs, c'était de mourir en pleine santé. Tu sais que je trouve ça c'est un sujet qui est vraiment important parce que, alors, plus dans le monde de l'hypnose, il y a beaucoup, tu sais, eux, ils travaillent beaucoup sur, comment ils appellent ça, la démentia, tu sais, la démence. Oui. Et c'est intéressant parce que je trouve qu'en France, c'est un mot qu'on n'utilise pas du tout. Le mot démence, on n'utilise pas. On va utiliser. Non. La démence a été souvent associée à la psychiatrie pour nous. Et c'était souvent les personnes qui sont démentes étaient des personnes qu'on mettait souvent en hôpitaux psychiatriques, en asile à l'époque. Et le modèle, ça, je trouve que c'est assez marqué parce que moi, j'avais fait pas mal de cours sur la démence et je m'étais rendu compte qu'en fait, il parlait de maladies dégénératives psychiques qu'on peut trouver chez beaucoup de personnes âgées, tu vois. Ça peut être du Alzheimer, ça peut être plein d'éléments, mais en fait, il l'inclut dans Dementia. Et je trouve qu'en France, là-dessus, d'un point de vue hypnose, on n'a pas beaucoup travaillé, tu vois, on n'a pas beaucoup… point de vue hypnose, oui, je suis d'accord, oui. Et du coup, je me disais, mais c'est pareil, tu vois, je pense que la méthode Silva, elle peut être vraiment intéressante pour des personnes d'un certain âge qui, tu vois, n'auraient pas fait la méthode en amont. Moi, c'est plus comme ça que je voyais mon questionnement, tu vois, c'est me dire comment aborder la méthode et est-ce que ça pourrait aider des personnes âgées, quoi. Pour moi, oui, hein, mais est-ce que justement, il y aurait une façon spécifique d'aborder, tu vois, par exemple, les memory peg, ça peut être très intéressant pour les personnes âgées parce que, comme tu dis, c'est pas simplement mémoriser, c'est recréer une imagination, une visualisation, donc un réseau neuronal au bout d'un moment pour tendre à focaliser, à concentrer, à créer un ensemble d'éléments. Et je me disais, sachant que la population européenne vieillit de plus en plus, que c'est important, quoi. Il peut être utile d'avoir une méthode qui soit
orienté aussi vers les seniors pour leur permettre un mieux-être, à mieux gérer des trucs tout bêtes, hein, mais l'âge fait que parfois tu as plus de douleur au niveau du corps, tu vas donc avoir une meilleure gestion de la douleur, de la gêne, tu dors moins, tu vois, beaucoup de personnes. Là, c'est intéressant parce que si tu reprends tout ce qu'on étudie dans la méthode, tu t'aperçois que les personnes seniors, parfois, vont dire j'ai des problèmes de sommeil. Avant, je dormais très bien, mais maintenant, je dors pas bien. Maintenant, je dors 5 heures par nuit, alors qu'avant, je dormais 8 heures. Ils vont te dire que ils ont des douleurs parce que l'arthrose, parce que ce que tu veux, tu vois, la vie, tout simplement. Et je trouve que. Et les problèmes de mémoire et concentration, surtout, hein, oui. Et de stress. Tu sais que moi, je vois ça avec ma mère. Ma mère, elle est toute chou. Et plus le temps passe, plus elle me dit ah, je suis plus stressé. Je suis stressé. Et elle va me dire, mais j'arrive même pas à savoir pourquoi en fait je stresse pour tout et rien. Et j'ai trouvé que c'était intéressant ce mouvement cognitif qu'il peut y avoir. Donc on en a parlé. En plus, elle fait plein de petits exercices. Donc sur des trucs, elle améliore beaucoup le principe. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est pas la seule que j'entends dire à un certain âge. Ah je commence à avoir du mal à. Je me stresse pour rien. Tu vois, c'est souvent le truc que disent les gens. Je me stresse pour rien, alors que moi, dans ma vie, j'ai pas été quelqu'un de stressé. Et toi, je trouve que aborder la méthode et puis même présenter la méthode à des seniors, c'est différent pour moi. Alors, bien sûr, des enfants, pour sûr, mais même des adultes. Je veux dire, sur un cadre de 20 à même 60, 65. Dès que tu commences à aller 70, 80 et plus, tu te rends compte que, effectivement, cognitivement, il peut y avoir du changement, physiquement, il peut y avoir du changement, et que la méthode, elle peut vraiment être un bon propos pour travailler sur soi, en tout cas améliorer, parce que c'est toujours la recherche, améliorer, trouver des solutions pour améliorer sa vie au quotidien. Est-ce que toi, tu as beaucoup eu de feedback justement sur des cours que tu as donnés à des personnes, on va dire, qui n'avaient jamais rien fait avant, hein, mais qui étaient septagénaires ou octogénaires? Est-ce que tu as eu beaucoup de retours par rapport à ça? C'est vrai que souvent, on a des gens 80 ou plus. Je crois que le record que j'ai eu, moi, c'était un monsieur qui est arrivé à 86 et qui après est venu répéter régulièrement. Et là, il est décédé maintenant. Et de ce que j'ai compris, le record mondial pour âge, pour venir suivre un cours de la méthode Silva, c'était 106. Et c'était à Mexique avec Rosa Rivas. Et moi, je trouve ça formidable que quelqu'un à 106 ans vienne faire un cours pour améliorer leur vie. C'est génial. Donc, en fait, je suis totalement d'accord. Moi, en fait, je trouve qu'il y a déjà, dans le cours de base, il y a tout ce qui pourrait aider les seniors. Et je ne trouve même pas qu'il faut introduire des nouvelles techniques, il faut simplement adapter pour des seniors, justement comme Exactement. Il y a des cours pour les business, il y a des cours pour les sportifs, et normalement, c'est le cours de base, mais juste, comment dire, ciblé vers leur vie, leurs intérêts, leurs difficultés, etc. Mais sinon, il y a tellement de techniques qui sont déjà dedans. J'essaie de me souvenir le nom d'un psychologue française qui travaillait avec les seniors. Si ça ne revient pas, je vais chercher après. Mais elle a écrit des livres dessus. Elle est allée justement dans les maisons de retraite, les maisons pour les seniors, et elle a donné des techniques, des techniques de relaxation, mais aussi des techniques pleines de puzzles. Et après plusieurs visites comme ça, elle a refait un test qu'elle a fait au départ, et effectivement, en très peu de temps, leurs capacités cognitives ont amélioré et aussi leur attitude vers la vie, hein, parce que maintenant, ils avaient des défis, quelqu'un s'occupait d'eux, etc. Mais là, c'est net et clair que travailler sur quelque chose comme ça peut aider, comme tu dis, sommeil et plein d'autres, les douleurs, mais surtout les aspects cognitifs. Par exemple, je sais que José a toujours dit que si on pratiquait les mots-clés, régulièrement, on était beaucoup moins apte à développer la démence. Et tu dois être au courant, il y avait
une étude qui s'appelait en anglais The Nun Study. On a étudié des sœurs religieuses qui avaient 90 ans et plus, et apparemment, le pourcentage de Alzheimer, c'était vraiment très frappant dans le fait qu'il était beaucoup moins que la population normale, parce qu'eux, ils continuaient à s'occuper, à travailler, et en fait, ils ne prenaient pas leur retraite, ils travaillaient toujours, et beaucoup moins de cette activité. Donc, il paraît que Alzheimer n'est pas du tout simplement un problème physique, que le cerveau, s'il est stimulé toujours, effectivement, ça va continuer à travailler. Et il y a eu plein d'études, on a fait aussi avec les rats. Les rats dans les cages où il n'y a aucun stimulus, leur cerveau commence à perdre les facultés. Mais les rats qui ont plein de jeux et des roues pour courir et des puzzles et des challenges, etc., eux, ils continuent à pousser plus de connexions dans le cerveau. Et je crois que c'est ça qu'on fait quand on fait le cours Sylvain. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour pousser plus de réactions, de connexions neuronales. Mon propre papa, justement, moi, je lui ai enseigné la méthode il y a longtemps. Et lui, il était à l'hôpital et il avait un cancer, il avait le Parkinson's, donc physiquement, il perdait beaucoup de ses facultés. Mais ici, toujours, non, sharp as a razor, je ne sais pas comment dire. Et il pratiquait régulièrement les mots-clés. Et je me rappelle, quand je suis allée rendre visite, il disait, Lee, teste-moi. Je veux être sûre que j'ai toujours les 30 mots-clés, effectivement. Donc, oui, il était toujours très, très bien avec ça. Je trouve les mots de clé, mais moi, c'est un de ces choses très faciles à pratiquer, mais qui sont vraiment hyper utiles pour maintenir les facultés. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il y a un vrai, tout comme c'est fait pour les enfants, pour le business et autres, je pense vraiment que ça serait intéressant de retravailler un petit peu avec justement ce qui est peut-être le plus important pour les seniors, un cours senior, tu vois. Un cours senior, ça ne doit pas être très compliqué à mettre en place. Comme tu dis, c'est juste sélectionner certains aspects un peu plus que d'autres et peut-être à la place d'être sur 4 jours, le faire sur 2 jours. Mais tu vois, il y aurait peut-être un ensemble d'éléments qui pourraient déjà intéresser et puis surtout qui pourraient soutenir un paquet de nos seniors qui, malheureusement, parce que tu sais qu'il y a un élément clé aussi dans le vieillissement parfois un peu trop rapide de nos seniors, c'est l'isolement. Sur l'étude de sur le bonheur, c'est ce qu'ils avaient vraiment montré. Ils avaient montré qu'à partir du moment où, parfois un des deux du couple était en train de partir ou que post-décès, la personne arrêtait de voir du monde parce que, par exemple, c'était son mari ou sa femme qui était très populaire ou en tout cas très ouvert, l'isolement, pour beaucoup, c'est pas pour tout le monde, mais sur une majorité, est quelque chose qui va toucher le système cognitif, va parfois donner une déficience de communication parce que les mots, on les utilise moins vu qu'on ne parle pas, donc ça parle moins bien, etc., etc. Et cet isolement, plus le fait de ne pas avoir de stimulation, ça fait un ensemble d'éléments. Alors bien sûr, la génétique va jouer, il y a plein de choses qui jouent, mais c'est des facteurs qui peuvent être maîtrisés et que je trouve la méthode, ne serait-ce que pour toute la stimulation mentale et aussi, ne serait-ce que pour les cours avec les répétitions, tu vois, des choses comme quelqu'un qui vient faire régulièrement des répétitions, même si c'est online, ça lui impose de se dire, samedi et dimanche, là, je fais ma révision de machin. C'est carrément top parce que ça lui permet d'être avec un groupe, même s'il est virtuel pendant un laps de temps, c'est mieux que ce soit en réel, encore que on le sait, il y a certaines personnes qui ont du mal à marcher, c'est dur de venir, il y a plein de trucs. Déjà, c'est pas mal et ça donne ces interactions. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à développer, peut-être un cours vraiment senior, plus court, plus adapté, tu vois, à réfléchir ce qu'on pourrait mettre dedans, voir si ça peut intéresser, tu vois. De toute façon, au pire, il y a personne et il n'y aura pas de cours, mais s'il y avait un truc à faire, je pense qu'il y a quelque chose de sympa. Et justement, c'est pour ça que je demandais à Ed à savoir s'il avait un souvenir ou s'il y avait eu Oui, je serais intéressée d'avoir la réponse parce que franchement,
Moi, je me rappelle jamais que quelqu'un a créé un cours ou a même ciblé le cours vers les seniors. Donc, ça c'est très intéressant s'il nous répond. Ouais. Bah, je verrai comment il. Bon, on va faire nous notre petit truc aujourd'hui et je lui en renverrai un mail par rapport à ça. Donc, de ça, de ma question, il m'a répondu ça. Il m'a dit bonjour, Pank. Aujourd'hui, je suis heureux que vous appréciez cette recherche sur la méthode Silva autant que moi. Je ne me souviens pas qu'il ait dit quoi que ce soit de particulier à propos des seniors, hormis quelques commentaires généraux. Je me souviens d'une chronique du fondateur sur le fait de se comporter selon son âge et sur l'absurdité qu'il y a 60 ans à vouloir s'habiller, se comporter comme un jeune. Elle se trouve peut-être dans le bulletin d'information volume 13, numéro 10 de 82. Le volume 16, numéro 1, traite de rester jeune. Donc, ça vaut peut-être le coup d'y jeter un coup d'œil. Donc, tu vois, ça, j'irai faire un petit tour sur nos newsletters pour voir s'il y a des éléments qu'on pourrait ressortir de tout ça. Je me souviens aussi que les conférenciers parlaient de rester actif mentalement et que les memory pegs pouvaient aider. Mais je ne me souviens pas que José Silva ait dit cela. Toi, c'est intéressant. José, mais comme tu dis, lui, il a vécu tout son cycle avec sa propre méthode et à un certain moment, il était âgé et pour lui, il n'y avait peut-être pas forcément de spécificité à faire. Mais pour moi, la différence qu'il y a entre José ou des personnes qui ont commencé assez tôt à pratiquer et qui sont devenus seniors, c'est qu'ils ont déjà une routine. Oui. Ils ont des patterns, etc. Le problème, c'est pas un problème, mais moi, la population que j'ai en tête, c'est des personnes qui, elles, n'ont jamais même pensé à de la méditation dynamique, de la méditation. Ça serait vraiment leur apporter quelque chose à dire, bon, bah, ça peut vous permettre de mieux dormir, être bien dans votre vie, garder une présence, être moins stressé, être plus à même de plein de choses. Et je pense réellement que ça peut être un gros plus quand tu n'y connais rien, tu vois, tu l'as jamais fait. Les premières personnes qui font un petit peu des méditations les premières fois, elles disent waouh, je suis super détendu. Et avec des personnes plus âgées, je trouve que ça peut vraiment être quelque chose de cool. Alors, après, il dit peut-être l'a-t-il fait, mais ça, il n'a pas d'infos. Si vous avez une idée précise en tête, n'hésitez pas à me le communiquer. Donc, tu vois, c'est là où je lui demanderais si ça serait une bonne chose, par exemple, de faire un cours senior, tu vois. Je crois qu'il a essayé de guérir tout le monde des nourrissons aux personnes âgées. Une médecine préventive. Je pense que sa contribution à cela réside dans la gestion des tensions et du stress. Donc, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, sans les laisser déraper. Nous avons de nombreux enregistrements à ce sujet. D'ailleurs, là, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai 4 à 5 heures d'enregistrement sur cassette audio datant de 82. Mais moi, je les veux, ces cassettes. Non, ces cassettes. Ça reste quand même notre librairie, notre bibliothèque. Oui. Il y a un nombre d'audio, c'est incroyable. Incroyable. Époque à laquelle je l'aidais à organiser le matériel pour son autobiographie. Nous étions à sa table de salle à manger, je lui posais le genre de questions que vous me posez maintenant, et il répondait « Il faut que je nettoie l'audio pour mieux le comprendre, je vous ferai part de mes découvertes. » Peut-être qu'on va avoir un retour à ce sujet-là. On pourrait peut-être dater certains événements grâce aux personnes impliquées, comme la fois où il a hypnotisé l'homme qui prétendait que des extraterrestres avaient posé leur vaisseau spatial, l'a emmené à bord et l'a examiné. Il a réfuté cette histoire. Je pense que Nelda l'a présenté à cet homme, donc cela se serait produit après la classe d'Amarillo en 63. Donc là, il revient un petit peu sur la chronologie de José. Certaines des choses qu'il a dites à propos de ses recherches avec Isabelle et Margui pourraient nous donner un indice, comme le jeune âge d'Isabelle lorsqu'il a effectué la régression d'âge avec elle. Et je crois qu'il a indiqué que Margui était une enfant lorsqu'il lui a demandé de descendre dans le puits de pétrole, mentalement bien sûr. Je pense que cela se situerait, ces projets, entre 53 et 63. Je vous tiendrai au courant. Donc,
on voit que cette période-là, moi, qui m'intéressait, où on n'a pas tellement d'infos, lui non plus, ben, comme il disait hein, sur son mail, hein, il n'était pas là à ce moment-là, et donc c'est plus des suppositions que des faits qu'on arrive à voir. Et ce qu'il expliquait aussi, hein, c'est que Joe étant, donc José Junior, qui était encore tout petit, bah, lui, il n'a pas plus d'infos que ça. Hein. Il a vécu la situation, mais il ne connaissait pas les gens plus que ça. Et du coup, il m'a renvoyé juste un mail après. Hop. On le stimule, le aide. Hein. À chaque fois, il revient vers nous avec plein d'infos. Alors, une autre pensée m'est venue. Je me souviens qu'entre 53 et 63, il avait formé 29 personnes. Ça, on le sait. Puis entre 63 et 66, il avait enseigné à des groupes. Les groupes variaient selon l'âge et le sexe. Ok. Je crois qu'il avait dit qu'au début, les groupes seraient composés uniquement d'hommes ou de femmes, non mixtes, et que tout serait jeunes, d'âge moyen ou plus âgés, mais pas mixtes. Donc ça, c'est intéressant, cette espèce de case qu'il a cherché un moment pour justement pour sa recherche, de se dire, je vais prendre que des hommes, que des femmes, que des gamins, que des plus âgés, etc. etc. Plus tard, il a commencé à mélanger les âges et à enseigner à des groupes mixtes. Tu vois, et c'est là où je trouve que c'est intéressant ça aurait été cool de savoir ce qui s'est passé parce que j'imagine qu'avant de faire des groupes mixtes, il avait dû capter que un enfant, ça ne fonctionnait pas comme un adulte et peut-être qu'un adulte ne fonctionnait pas comme un senior. Mais peut-être que ce qu'il a obtenu au bout du compte sur la relaxation, sur la capacité à trouver des solutions, ça lui semblait lui convenir. Mais là, tu vois, on reste dans l'expectative, on ne peut pas du tout savoir. Cela a du sens quand on pense à l'effet de dominance que le professeur a étudié dans ses recherches sur l'ESP exécutif. Dans un groupe dominé par les hommes, comme la société d'ingénierie dans les années 60, les hommes avaient tendance à obtenir des résultats supérieurs à la moyenne des tests de précognition, tandis que les femmes obtenaient des résultats inférieurs à la moyenne. Dans un groupe dominé par les femmes, comme une association de parents d'élèves, les femmes obtenaient des résultats supérieurs à la moyenne et les hommes inférieurs à la moyenne au test de précognition. Si le groupe comptait davantage de personnes âgées, leurs résultats seraient plus élevés et ceux des jeunes moins élevés. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Mais du coup, tu vois, ça te fait poser une question. Du coup, est-ce que la mixité dans ce cas-là est quelque chose de bien? Si notre but est d'augmenter la capacité de précognition, ou qu'importe, tu vois, la capacité de rentrer en alpha, s'apaiser, trouver des solutions. Est-ce que dans ce cas-là, la notion de mixité devient quelque chose de positif? La question, elle est pas évidente. Hein. Non, pas du tout. On se demande si les gens qui étaient dans des groupes où il y avait plus de femmes, par exemple, et les femmes avaient de meilleurs résultats, c'était parce qu'ils se sentaient tout simplement plus à l'aise, plus confiants dans le groupe, parce qu'ils n'étaient pas submergés par le nombre d'hommes, ou vice-versa. Mais c'est ça, oui. Ça. Là, je suis en train de demander à Gemini s'il peut nous donner des infos. L'effet de prédominance dans les groupes genrés. J'ai mis peux-tu nous parler de l'effet de prédominance dans les groupes genrés? L'effet de prédominance dans les groupes genrés fait référence à la tendance observée dans les groupes mixtes où un genre peut exercer une influence disproportionnée sur la discussion, les décisions et les interactions. Ce phénomène se manifeste de diverses manières et peut avoir des implications significatives dans la dynamique du groupe et les résultats obtenus. Voici quelques aspects clés de l'effet de prédominance dans les groupes genrés. Manifestation courante, domination de la parole, ok. Influence sur les décisions, ok. Dévalorisation de la contribution, ok. Adoption de rôles stéréotypés, d'accord. Différence entre les styles de com, ok. Facteurs contribuant à l'effet de prédominance, stéréotype de genre, attente de statut, ok. Conséquences de l'effet de prédominance, réduction de la diversité des idées, ok. Prise de décision sous-optimale, ok. Mais là, ça nous aide pas trop. Attends, effet de dominance dans l'apprentissage.
d'une méditation. Voilà, on va voir ce qu'il dit. Peut-être qu'on va avoir une info qui est intéressante. L'effet de dominance dans l'apprentissage dominant peut se manifester d'un style d'enseignement et d'apprentissage. Certains styles d'enseignement à la méditation pourraient inconsciemment favoriser ou aligner davantage sur les méthodes d'apprentissage traditionnellement associées au genre. Par exemple, un enseignement très directif axé sur la performance. Ah ouais, ouais, parce que ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça fait aussi réfléchir à l'instructeur. Toi, Ben toi, oui, tu vas avoir un rôle, tu vas avoir une énergie plus féminine, même si tu es capable complètement de cadrer et tout, mais qui va peut-être toucher plus certains types de personnes, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que, ouais, il y a un vrai questionnement, quoi. En tout cas, c'est un questionnement rigolo et intéressant à se poser à ce niveau-là, pour savoir comment ça se passait. En tout cas, selon Ed, il y avait une influence qui a dû être marquée. Donc ça, c'est intéressant. mais c'est pour Euh, ça justement que la plupart des instructeurs que je connais recommandent beaucoup que si on va répéter, on répète quand même avec d'autres instructeurs. Parce ouais. que c'est pas simplement que c'est notre instructeur, mais si on varie homme, femme, jeune, âgé, etc., euh, on va avoir beaucoup plus d'accès, comment dire, à une approche à la méthode qui comprend vraiment tout le monde. Ouais, complètement, complètement. Ouais, non, mais quoi, tu vois, je trouve que c'est intéressant qu'ils mettent cet effet-là dans son message, parce que ça ouvre une autre perspective aussi de réflexion par rapport à tout ça. Le professeur Miyalaski n'a publié cette recherche qu'en 72. José n'en avait donc pas connaissance. Comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Silva a également fait varier la durée de ses formations. Il a ajouté de plus en plus de temps jusqu'à ce qu'il soit sûr que tout le monde réussirait. Puis, il a peaufiné le cours et l'a raccourci, jusqu'à trouver le temps minimum nécessaire à l'apprentissage de tous. Ça, Lia, on a déjà parlé, et je trouve que c'était vraiment intéressant, ou même encore récemment, entre guillemets, jusqu'à, on va dire, les années 90, il y avait encore des réflexions autour du temps et en combien de temps on pouvait faire le système. Là, vous savez que pour ceux qui vont participer à Pâques, tu fais, j'imagine, 3 jours, c'est ça? Oui, Ouais. c'est la Donc, seule fois que je fais en 3 jours parce que c'est la seule fois que beaucoup de gens peuvent trouver 3 jours affilés pour faire. Et c'est possible, mais personnellement, moi, je trouve que c'est toujours un peu comprimé, quoi. Moi, je préfère 4 jours, mais il y a beaucoup d'instructeurs qui font uniquement 3 jours. Alors, il y ça a allait beaucoup. marcher, mais c'est peut-être parce que justement, José a ajouté un supplément à la fin. Mais le supplément, c'est pour les gens qui ont besoin de plus de temps. Bon, peut-être quand on fait en 3 jours, certains n'arrivent pas à avoir la pleine bénéfice parce qu'ils ont besoin de plus de temps. Qui sait? Ouais, ouais, ouais. Mais, et quoi? Et surtout, souvenez-vous que Lee nous avait dit que Burt avait même créé un cours en 2 jours. Oui. Donc, ce que vous voyez en 4, vous le voyez en 2. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un jour par unité, entre guillemets, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 3, 0, 4, c'était par matinée, Bon, quoi. la version de jour n'était pas vraiment Viable. efficace ou même populaire, hein. Donc, ça a été laissé tomber très rapidement. Ouais, ouais, mais on voit que cette réflexion sur le Oui, temps oui. en apprentissage a été posée. Il y a pas eu. Regarde, là, dans ce qu'on est en train d'étudier sur 72-73, là, ça commence le mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi toute la journée, dimanche toute la journée. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait 2 jours, plus 3 soirées. On peut dire que c'est quoi, 3 jours ou un début de 4 jours? Pas vraiment 4 jours, quoi. Et là aussi, et là, c'était, ah oui, et non, là, c'était un cours en ultra graduate, ce qui est maintenant et en 2 jours. Oui. Donc, c'était un cours avancé. Oui. Mais c'était, si je me rappelle bien,
moi, j'ai uniquement connu le ultra et le graduate séparés, mais les anciens instructeurs m'ont dit effectivement que c'était d'abord un séminaire de 3 jours. Ils disaient simplement 3 jours. Ils n'ont pas expliqué que c'était plusieurs nuits et un week-end. Ok, bah nous, on a on aura à peu près ça, je pense. Avec les 3 soirées et 2 jours, ouais, c'est à peu près ça. Hein. Yes, on va s'arrêter là sur cette partie. On va revenir sur ce que Ed nous a partagé. C'est vraiment intéressant de voir ces éléments et cette construction de la méthode. Si vous avez déjà des questions sur ces facettes-là ou sur ce que je vous avais déjà lu les semaines passées, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour qu'on vous donne plus d'infos. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. À très vite.